Nothomb. Merci beaucoup d'avoir accepté le petit rien du tout, en fait. C'est un rien du tout, d'une très grande qualité. Merci. Je suis très reconnaissante. Moi aussi, je suis très heureux. J'ai lu Métaphysique des tubes, entre autres, et moi, il y avait deux questions. Il y avait vraiment deux... En fait, il y avait deux troubles que j'avais en lisant le livre, de beaux troubles. Premièrement, bon, je pourrais expliquer aux gens qui l'ont peut-être pas lu encore, de la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans, étiez-vous à ce point apathique, comme vous dites? Complètement. Mais ça, c'est incroyable. Oui. C'est incroyable, d'une part, de l'avoir été, d'autre part, que vos parents s'inquiétaient pas? Mes parents étaient d'une sagesse ou alors d'une nonchalance tout à fait extraordinaire. N'importe quel parent aurait un enfant à l'état de légume, s'inquiéterait et l'apporterait à des médecins. Oui. Mes parents se sont dit qu'il y avait place pour tout dans la création, qu'ils avaient déjà 2 enfants normaux et qu'ils pouvaient se permettre d'avoir un 3e enfant qui fût un légume. Alors, ils se sont jamais inquiétés. Votre père, enfin, était un homme très sensible. Oui, non, mais écoutez, les légumes, c'est charmant, c'est bon, c'est joli. Pourquoi ne pas avoir un légume comme enfant? Mais donc, vous étiez déjà adorable, j'imagine. Il y a des beaux et des mauvais légumes. Il y a des légumes qui sont plus attachants que les autres. J'étais une petite betterave tout à fait exquise. Ah oui, d'accord. Oui. Ça a été, vous le racontez, ça a été ce premier morceau de chocolat blanc offert par votre grand-mère qui vous a révélé, qui vous a insufflé la vie d'une certaine façon. Mon premier souvenir conscient, c'est ce morceau de chocolat blanc belge qui atterrit dans ma bouche et qui m'éveille à la volupté. Est-ce qu'il doit avoir certains excès, certains plaisirs que vous vous offrez aujourd'hui, que vous découvrez encore, qui sont équivalents au chocolat? Oh, bien supérieur, mais ma pudeur japonaise m'interdit d'aller plus loin. Bon, parlons-en du Japon. Vous êtes parti du Japon à l'âge de 5 ans, c'est ça? Oui. Et là, vous n'êtes pas rentré en Belgique immédiatement, parce qu'évidemment, votre père étant diplomate, il était affecté à plusieurs ans. Vous êtes allé en Birmanie, entre autres, vous êtes resté en Extrême-Orient. Je n'ai pas mis les pieds en Europe, mais même pas pour un week-end, avant l'âge de 17 ans. Donc, j'ai quitté le Japon à 5 ans pour la Chine populaire, où je suis restée jusqu'à mes 8 ans. De 8 à 10 ans, New York, c'est l'intermède d'un Asiatique. De 10 à 13 ans, Bangladesh. De 13 à 15 ans, Birmanie. De 15 à 17 ans, Laos. Et à 17 ans, pour la première fois, la Belgique. Je m'imaginais que j'allais enfin arriver dans mon pays. Et ça n'a pas du tout été le cas. J'étais complètement pas chez moi. Personne ne voulait de moi. Je me sentais pestiférée. Et je me suis dit, bon, il faut que je retourne au Japon. Le Japon est bel et bien mon pays. Et à 21 ans, j'y suis retournée. Ah, vous êtes retenue. Et de là, d'ailleurs, on a Stupeur et tremblement. Stupeur et tremblement, exactement. Votre période mon Dieu, assez dure. Terrible. Et vous étiez préparé pourtant à ça, parce que vous connaissiez la culture japonaise. Stupeur et tremblement, bon, c'est un emploi. Enfin, ça raconte, entre autres, un emploi que vous avez eu dans une grosse entreprise, tout ça, qui était avec la hiérarchie très particulière qu'ont les Japonais, et tout ça. Et le passage d'aller d'un poste, quand même, qui vous était offert, une chance extraordinaire pour une occidentale de travailler dans une entreprise comme celle-là, pour finalement se ramasser... Dame Pipi, puisque j'ai terminé Dame Pipi de l'entreprise. Mais avec une victoire morale extraordinaire. Extraordinaire. Pour moi, ça a été une expérience décisive. Et grâce à cette espèce d'humiliation fondamentale, grâce à ça, suite à ça, je n'avais plus peur de rien. C'est grâce à ça que j'ai osé envoyer par la suite mes romans à des éditeurs. Parce que, comme je disais, écoute, de toute façon, tu as déjà été Dame Pipi dans une entreprise japonaise. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Donc, n'hésite pas à te faire publier. Vous écrivez tous les jours? Tous les jours, un minimum de 4 heures par jour. Racontez-moi comment ça se passe une journée, peut-être, une journée type pour Amélie Nothomb, si vous vous levez le matin très, très tôt. D'abord, vous dormez presque pas. Je dors très peu. Je me lève vers 4 heures et je prends mon demi-litre de thé beaucoup trop fort. Je me lave les mains et puis je me jette sur le stylo et j'écris à jet continu pendant... Vous déjeunez pas? Ah non, je n'ai pas le droit de manger aussi longtemps que je n'ai pas fini d'écrire parce que manger fait baisser l'esprit. J'ai besoin d'être dans l'espèce de transe qui est favorisée par le jeûne aussi longtemps que j'ai pas fini d'écrire. D'accord. Et ça c'est tout le temps, tous les jours, jamais de repos, jamais à un moment donné, quand vous flanchez, vous avez envie... Vous n'êtes même pas capable de flancher. Vous vous permettez J'ai déjà essayé, je me dis, allez, maintenant, flanche pour voir ce que ça donne, et puis ça ne marche pas. La machine se réveille, elle fonctionne trop bien. Ah, c'est ça. J'essaie de la détruire, je m'administre des potions innommables, des mélanges d'aspirine et de vinaigre, et je survis parfaitement. On parlait de légumes tantôt. C'est vrai que vous déjeunez avec des légumes quand même qui peuvent être assez ravagés, puis assez... Vous aimez manger, pas pour le plaisir de la chose, mais la pourriture pour l'exercice, pour le plaisir de la chose. C'est vraiment pour le plaisir. La pourriture végétale est un plaisir purement gastronomique. Il n'a pas d'autre raison d'être que la gastronomie. Je n'ai rien inventé d'ailleurs. Votre fameux ice wine, le vin de glace, c'est fait avec des raisins pourris quand même. Oui. C'est sûr que là, l'alcool vient les purifier jusqu'à un certain point. Mais les fruits pourris, c'est alcoolisé, c'est merveilleux. Ah, c'est déjà... OK, d'accord. Moi, je suis allé 2 semaines au Japon. J'y connais que peu de choses. J'ai été juste impressionné par la façon assez... Bon, évidemment, par tout l'exotisme de ça, mais aussi par la façon assez brutale qu'avaient les hommes de se conduire avec les femmes. C'est très vrai. Ceci dit, j'ai eu un fiancé japonais qui était absolument exquis
et qui m'apportait dans mon lit des kakis blés dans des foulards en soie vert pâle, ce qui était tout à fait charmant. C'était terrible, je ne l'ai jamais oublié. Et vous avez été fiancée à cet homme-là? Oui, je l'ai quitté 7 jours avant la date prévue pour le mariage. Oh! En lui rendant tous les bijoux qu'il m'avait offerts. Je n'ai jamais compris pourquoi j'avais fait une chose pareille. Ça, c'était avant Stupeur et Tremblement ou c'était à la période Avant et pendant. Avant et pendant toute cette période? La nuit, je le rejoignais. Ah, c'était quelque chose d'encore difficile. J'étais une esclave tout le jour et la nuit, j'étais une vraie princesse parce que lui me traitait comme une princesse.